Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire que nous allons animer avec Laurent Simon de Visiative et moi-même, donc Christian Plachard de Creative IT. Petite précision logistique, c'est que dans ce séminaire, dans ce webinaire, vos micros sont coupés pour pas avoir des bruits parasites. Mais par contre, vous êtes tout à fait invité à poser vos questions, à faire vos remarques. Vous avez normalement une petite fenêtre GoToWebinar qui s'est affichée en haut à droite de votre écran ou en bas à droite selon les écrans et dans lequel vous avez un onglet questions. Donc n'hésitez pas à rédiger vos questions, vos remarques. On y répondra en principe plutôt en fin de webinaire. Si vous avez une question urgente, mentionnez-le, dites question urgente et on verra si on peut la traiter tout de suite. Mais sinon, on a prévu de le faire à la fin du webinaire. Alors, petit agenda pour vous dire un petit peu comment ça va se dérouler. On va vous présenter rapidement nos deux entreprises, donc Creative IT et Visiative, pour que vous sachiez qui l'on est, qui nous sommes. Ensuite, on parlera du positionnement du PLM et du MES dans le système d'information de l'entreprise industrielle. Ensuite, un tout petit mot pour dire pourquoi nous avons organisé ce webinaire, en quoi il est pertinent. Ensuite, on entrera dans le cœur du sujet avec la complémentarité que l'on voit, nous, entre un PLM et un MES. Et puis, Laurent vous fera part de cas d'application et personnellement, je vous ferai une petite démonstration pour vous montrer l'intégration euh, jusqu'à la partie informatique. Et puis, voilà, si normalement, il nous restera un peu de temps à la fin pour pouvoir traiter les questions et réponses. C'est toujours intéressant de partager et de partir de vos questions concrètes sur ce genre de webinaire. Donc, pour aller à l'essentiel, donc sur Creative IT, nous sommes donc une entreprise qui a maintenant 25 ans d'existence. Nous sommes basés à Lyon, nous sommes 45 personnes, un chiffre d'affaires de 3,7 millions l'an passé, une excellente notation Banque de France en termes de pérennité financière. Notre métier, donc, c'est d'être éditeur et intégrateur de la plateforme Cubes, donc qui est un logiciel MES, qui est un logiciel très riche, puisqu'il y a une trentaine de modules, et nous avons une vingtaine de consultants qui vont chez les clients pour faire les projets MES. Sans forfanterie aucune, nous sommes aujourd'hui un acteur majeur du marché MES. On a fait plus de 200 projets, donc c'est quand même assez conséquent. Et nous avons le label du gouvernement en tant qu'offreur de solutions industrie du futur. Notre promesse marketing, si je puis dire, c'est d'équiper l'usine, donc de supprimer tous les papiers, les appels téléphoniques, j'en passe les meilleurs entre les différents interlocuteurs d'usine, pour que l'opérateur que vous voyez à droite de l'écran puisse avoir devant lui un écran qui lui présente son travail de la journée, qui lui demande s'il a commencé ou terminé l'OF, qui lui permet de déclarer ses quantités, ses rebuts, qui lui permettent de faire des alertes en interne, enfin, voilà, qui remplace tout ce qu'il fait sur papier aujourd'hui. Si les machines sont connectées, ce qui est le cas dans la vue que vous avez, on va récupérer des données directement sur les machines, comme les quantités bonnes, les temps de passage, les temps d'arrêt, donc ce qui lui évitera de les marquer et de les indiquer sur papier. Donc voilà, le but, c'est qu'il puisse piloter sa ligne avec de l'informatique. Deuxième promesse, c'est pour le chef d'équipe ou le responsable d'atelier qu'on voit à gauche, c'est de se dire que cette personne ne passera plus 2 à 3 heures par jour à faire de l'Excel, à faire des rapports, mais qu'au contraire, il les aura en temps réel et en direct, sans rien avoir à faire, et qui pourra concentrer sa valeur ajoutée sur justement l'analyse de ces documents. Bien souvent, ces personnes-là, elles passent beaucoup de temps à les faire, elles n'ont pas trop de temps pour les analyser. Voilà. Et puis la troisième promesse, c'est ce que vous voyez en haut d'écran, le partage d'informations. Bon là, c'est un grand écran qui est en hauteur de l'atelier pour voir les îlots qui marchent bien, ceux qui marchent moins bien, pour savoir où on en est par rapport aux objectifs de la journée, etc. Dans notre solution Cubes, donc je vous disais, c'est un produit qui est assez riche. On va trouver tout un tas de modules qui permettent de suivre la production, donc le planning, le suivi, la traçabilité. Certains modules qui permettent de suivre la performance, soit machine, matière ou main-d'œuvre. Des modules sur la qualité, pour faire tout ce qui est autocontrôle, suivi de l'eau, éventuellement fournir des certificats aux clients. Une partie logistique pour suivre tous les encours entre les îlots. Le premier îlot a fabriqué des pièces qui vont être ensuite affinées sur le deuxième. La caisse ou le bac ou la grille qui comporte ces produits, eh bien, on sait la suivre, nous, dans le MES. Et puis, un domaine qu'on appelle GED, alors c'est simplificateur, mais c'est toute la gestion du système qualité, aussi bien d'un point de vue gestion documentaire que d'un point de vue processus qualité. Les non-conformités, les actions correctives, les réclamations clients, etc.
Et puis au milieu, ce qu'on appelle le MBI, c'est-à-dire la capacité de sortir des indicateurs plus ou moins avancés, plus ou moins temps réel, plus ou moins simples, pour éviter encore une fois que les gens passent du temps à les refaire eux-mêmes sur Excel. Voilà nos clients aujourd'hui, dont je vous parlais de plus de 200 projets, on en est à 220, qui représentent à peu près 500 sites, puisqu'un client peut avoir une, deux, ou comme certains, une quarantaine d'usines équipées avec Cubes. Donc nos clients sont dans l'agroalimentaire, dans les sciences de la vie. Alors, sciences de la vie, c'est la pharmacie, les dispositifs médicaux, la cosmétique, et dans le manufacturier. En manufacturier, on va y trouver aussi bien des fabricants de packaging que d'horlogerie, que de véhicules militaires, que de systèmes automobiles, etc., etc. Voilà pour une petite cartographie rapide de Creative IT. Je laisse la parole à Laurent. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez correctement, Christian? Tout va bien? Très Oui, bien. Ah, parfait. voilà. Je mettrai pas ma caméra. J'ai un tout petit souci de connexion Internet. Je suis en 4G, donc j'espère que la communication sera bonne. Donc voilà. Donc Laurent Simon, moi je vais représenter Visiative dans ce webinaire. Personnellement, moi je suis business consultant chez Visiative. Et Visiative, nous sommes on va dire une entreprise française qui a comme mission d'amener l'innovation et le digital comme des vrais leviers d'amélioration, d'accélération et de compétitivité pour nos clients, hein, pour les entreprises. Alors, on le fait par le biais de différents axes. Mais dans les grandes lignes au niveau de Visiative, vous voyez, on a quand même plus de 25 000 clients, des clients qui majoritairement sont, on va dire, des TPE, des ETI, des PME. Mais on peut couvrir des fois des clients qui sortent un peu de ce scope-là. On a plus de 25 000 clients aujourd'hui, un chiffre d'affaires qui est assez axé sur du récurrent parce qu'on a quand même on est quand même sur des projets qui sont pour la plupart de l'accompagnement à moyen long terme et on commence depuis quelques années déjà, oui, bien 10 ans, avoir une bonne part de l'activité qui est à l'international. Au niveau collaborateur, c'est une entité qui est à plus de 1500 collaborateurs aujourd'hui. Pour petite histoire, Visiative, ça fait quand même plus de 35 ans, bientôt 40 ans que ça existe. Et il y a une croissance qui est assez intéressante. Ouais, on peut passer, je pense, sur voilà. Donc, Visiative, on est axé autour de trois piliers principaux, hein. Un pilier qui va être très orienté sur le conseil et l'accompagnement, parce que très tôt, on est aussi là pour accompagner nos clients à identifier ces fameux leviers de croissance et de compétitivité et clairement travailler le pourquoi avant de travailler le comment. Et c'est important de définir des projets de transformation, des projets qui derrière vont apporter principalement de la mise en œuvre très souvent, hein, de solutions informatiques. Mais avant d'arriver avec un cahier des charges précis, une liste au Père Noël de fonctionnalités, si vous me passez l'expression, il faut déjà vraiment définir le pourquoi et en quoi la valeur ajoutée qu'on va proposer sera en phase avec vos attentes et vos challenges. Donc ça, c'est la partie consulte. Je ne vais pas trop m'étendre parce qu'aujourd'hui, on va faire un focus MES et PLM, mais cette partie accompagnement et conseil, elle peut aller aussi sur de la cybersécurité, sur de l'accompagnement au financement, etc., etc. Autre pilier très important, c'est le pilier Engage, hein, où on va vraiment être là sur le déploiement des solutions. Donc, comment mettre en œuvre des équipes, il y a très souvent beaucoup de services, et mettre en place des équipes pour vous former, pour implémenter la solution, la maintenir et vous accompagner. Et puis, on a un pilier qui est très cher à Visiative, très cher à notre organisation, qui est le pilier Connect, qui a pour but de mettre en relation notre écosystème de clients principalement, mais aussi notre écosystème de prospects, hein, parce que dans certains cas, ce ne sont pas encore des clients engagés, et puis même de les mettre en relation avec toute société qui serait intéressée par essayer de comprendre ce que ses pairs dans l'industrie ont déjà mis en œuvre, sont en train de mettre en œuvre, réfléchissent, rencontrent comme problématique, comme challenge, comme réflexion sur différents sujets qu'on va pouvoir couvrir. Et puis, le but, c'est de vous mettre en relation et d'amener un petit peu aussi cet écosystème d'expérience et de communauté. Voilà, ça c'est aussi un enjeu qui est important chez Visiative.
Alors, il y a quelques exemples, hein. Je parlais de gestion de financement, vous voyez, pilotage transformation, donc c'est aussi l'accompagnement au changement, etc., etc. Sur le pilier Engage, quelques exemples quand même. On va vraiment faire un focus PLM, mais on est capable aussi d'engager des équipes et des solutions qui sont soit des solutions qu'on va éditer, dont on est vraiment propriétaire de la solution, soit des solutions qu'on va distribuer. Et d'ailleurs, on en parlera pour le PLM. Et vous voyez, ça couvre de la conception, de la CAO pure uniquement, j'ai envie de dire, à des sujets qui vont bien au-delà, hein, sur le service client, l'industrialisation, le jumeau numérique, etc., etc. Laurent, si tu me permets une petite parenthèse, parce que je Oui, vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui sont sur le territoire suisse. oui, Euh, Dans la partie Engage, on n'a pas le MES parce que c'est une diapositive qui est plutôt France, mais par contre en Suisse, on pourrait l'avoir puisque la filiale Visiative Suisse est capable de délivrer des projets MES. tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est une présentation qui est très générique, hein. Voilà. Et puis donc, ben, tu as t'as parlé de la Suisse, mais effectivement, aujourd'hui, Visiative, on est présent dans le monde sur 15 pays. D'ailleurs, à l'heure où je parle, ça se trouve, voilà, il y en a encore un qui vient de se rajouter. Mais voilà, on a vraiment un positionnement qui est de plus en plus global et qui correspond aussi aux projets de nos clients. Et il n'y a pas besoin d'être un grand groupe pour avoir des problématiques de globalisation, même dans des PME ou dans des ETI, ces challenges, ces enjeux-là, ces problématiques-là sont de plus en plus présentes. Et ça, c'est vraiment encourageant pour l'évolution des différents clients qu'on peut avoir. Donc, je vais faire un petit focus sur la partie PLM, parce que c'est quand même un des deux sujets d'aujourd'hui. Quand on va parler de PLM chez Visiative, on a deux offres principales. J'ai envie de dire vraiment en orientation très PLM, on a deux produits. On a un produit qui est Visiative PLM, qui est vraiment donc une solution qui est totalement éditée, qui est totalement maîtrisée par Visiative, avec une roadmap de développement. Et donc cette solution, elle couvre eh bien l'ensemble des sujets PLM qu'actuellement on va pouvoir rencontrer sur les marchés qu'on engage. Donc les marchés qu'on engage, ça va être, je vais reprendre ce qu'a dit Christian tout à l'heure, on a de l'industriel, tout ce qui est de plus classique, avec des orientations très aéro, très automobiles, de l'équipement industriel, des machines spé. Mais on va aussi avoir des clients qui sont dans le médical, on va avoir des clients qui sont dans l'agroalimentaire. On est vraiment multi-marché, on va dire, en matière de positionnement. Et donc cette offre Visiative PLM, elle est aussi là pour couvrir ces différentes spécificités marché. L'autre produit ou l'autre solution qu'on va également proposer, eh bien, c'est la 3D expérience de Dassault Systèmes. Donc là, évidemment, on n'est pas éditeur, justement, pardon, on est intégrateur de la solution et on est le principal ou premier partenaire de Dassault sur ces sujets-là en France. Donc la 3D expérience, ben, c'est bien souvent un produit qui est quand même relativement connu, hein, avec l'expérience sans jeu de mots de Dassault dans le domaine du CAD et puis dans le domaine du PLM depuis quelques années. Donc ces deux solutions-là, elles sont disponibles. Elles sont pas en concurrence. Tout va dépendre eh bien de contexte projet particulier du client, des fois de capacité ou on va dire de scope fonctionnel. Merci Laurent. Pour continuer donc ce webinaire et après la présentation rapide de nos deux entreprises, je voulais vous refaire un petit schéma du positionnement du PLM et du MES dans le système d'information d'entreprise industrielle, parce que parfois on peut avoir des doutes sur mais où se situe le PLM, que fait le MES par rapport à l'ERP, etc. Donc Laurent, je te laisse peut-être redonner la définition du PLM et puis je ferai celle du MES. Oui, donc le PLM, hein, donc c'est encore un acronyme, hein, donc c'est pas Paris, Lyon, Marseille, hein, il n'y a pas de souci, c'est bien Product Lifecycle Management en anglais. Si je traduis en français, c'est vraiment la gestion du cycle de vie produit. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que c'est un terme qui peut être des fois galvaudé et tout le monde n'y voit pas la même chose. C'est vraiment
l'outil ou la solution ou la plateforme, j'aime plutôt parler de plateforme, qui est nécessaire pour gérer, maîtriser, stocker, contrôler et exploiter l'information, tout type d'information normalement qui touche au produit et à la définition du produit. Alors, c'est vraiment valable quel que soit le produit. Que je fasse des Airbus, que je fasse des plaques d'égout, je crois qu'un petit exemple un petit peu plus loin, que je fasse des machines spéciales, une machine-outil ou des petits actionneurs électriques, je vais avoir les mêmes problématiques. J'ai besoin de maîtriser ce que compose mon produit, que ça soit un produit qui soit fait, on va dire sur stock, hein, avec un catalogue de produits, mais je veux aussi de la même manière être obligé de maîtriser ce que je mets dans le produit que je vais proposer, des fois en produit spé, à mon client ou à l'affaire spécifique de ce client. Parce que c'est pas que définir des plans, créer de la 3D, avoir de la 2D, ce sont des fonctionnalités précises, ce sont des requirements, donc des exigences réglementaires, des exigences de sécurité, etc., etc. Autour de ce produit, j'ai pas que la définition du bureau d'études, mais j'ai aussi des problématiques de qualité, d'approvisionnement. J'ai des contraintes industrielles. Je vais des fois faire du make or buy, donc fabriquer entièrement chez moi, voire dans certains cas faire fabriquer par un partenaire ou un sous-traitant une partie ou dans certains cas même tout le produit. Donc je dois être capable d'être extrêmement souple, mais à chaque fois de maîtriser la provenance, le lien, l'analyse d'impact entre des décisions qui vont être prises pour remplacer un composant avec quelque chose d'éventuellement moins cher. Ça peut se monter en lieu et place, mais est-ce qu'on est toujours en phase avec les exigences et le niveau d'exigence demandé? Voilà, donc le PLM, c'est vraiment cette approche maîtrise de la documentation et de l'information qui définit, régit et permet le suivi dans le temps de l'évolution de mon ou mes produits. Merci Laurent, on voit que tu connais ton sujet. Pour la partie MES, nous on a dû dire que c'est l'outil qui est dans l'atelier, qui permet à l'entreprise de piloter sa production. Donc savoir où en sont les ordres de fabrication, tracer les composants qui sont dans un produit, sur quelle machine est passé le produit, et donner des indicateurs en temps réel. Ça rejoint ce que je donnais tout à l'heure comme étant notre promesse marketing, où on voyait l'opérateur et le chef d'atelier devant leurs écrans. C'est ça en fait, c'est notre promesse, c'est de rentrer dans l'usine avec de l'informatique et de dématérialiser petit à petit tous les flux qu'on voit sur papier ou dans des applications Excel, etc. Laurent, je te redonne la parole puisque là on voulait parler du positionnement du PLM dans la chaîne numérique de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, alors, on vous l'a schématisé assez, j'ai envie de dire, il faut bien trancher à un moment donné, hein, c'est discutable en fonction du contexte industriel du client, des habitudes de travail et voilà, du type d'ingénierie, du type de process que vous avez. Donc, tout le monde ne va pas se retrouver exactement dans cette approche-là, mais d'une manière générale, si on découpe un peu un flux, tout ce qu'il y a de plus classique dans une entreprise industrielle, on a un axe de définition, un axe de ce qu'on a appelé conception, hein, où là, on va vraiment concevoir, faire le design de notre produit. Et très tôt, surtout pour ceux qui utilisent de la CAO, de la 3D, des variantes de définition de produits, des gammes de produits. On commence à se mélanger un petit peu les pinceaux, si vous me passez l'expression. On commence à avoir énormément de liens dans tous les sens. On commence à avoir des composants qui peuvent être réutilisés en différents produits, avec différents niveaux de variantes, différents niveaux de versions, etc. Et ça devient difficile de gérer tout ça. Donc, très tôt, les éditeurs de solutions CAO ont apporté une brique complémentaire qu'on appelle le PDM. Donc le PDM, c'est Product Data Management. La différence entre le PDM et le PLM, on va la voir sur ce petit schéma, c'est que le PDM, en général, c'est plutôt un outil qui va aider à gérer la documentation, à gérer les documents, les fichiers CAO, et éventuellement à gérer un niveau de nomenclature qui reste au niveau du bureau d'études. Voilà. Quand on veut sortir d'un usage purement bureau d'études, on a besoin déjà d'avoir une définition de produit qui est un peu plus complexe. On a besoin d'avoir des nomenclatures qui sortent d'une nomenclature purement de conception. Je vais penser à des nomenclatures de fabrication,
S'il y a dans les participants des personnes qui sont plus sur un scope industrialisation ou méthode, bah, vous savez très bien, la définition du produit telle qu'elle est vue par le bureau d'études, ça correspond pas moi à ma vie dans l'atelier, ça correspond pas au challenge que j'ai à relever avec des problèmes de supply chain, de sous-traitance, avec des ruptures, avec des changements de composants, avec des variantes en fonction de je vais fabriquer ça sur telle unité de fabrication ou une autre, etc., etc. Donc on a besoin d'avoir une gestion de nomenclature qui est beaucoup plus fine. Ça, c'est le PLM qui va l'apporter. On a aussi besoin de sortir ces informations et de les apporter avec j'ai envie de dire, une saveur qui sort d'une définition purement engineering du bureau d'études. C'est aussi le PLM qui va l'apporter. On a aussi besoin de communiquer dans les deux sens avec l'atelier ou les ateliers. J'ai besoin de fournir, et c'est là que ça va devenir intéressant avec le MES, j'ai besoin de fournir de la documentation, des informations qui sont très orientées fabrication ou assemblage, hein, ou contrôle, ou prototypage, etc., etc. Mais c'est pas monodirectionnel, ça c'est quelque chose qui se vivait il y a encore 30 ans, 35 ans quand moi j'ai commencé dans les bureaux d'études, c'est fini, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on attend aussi du retour d'expérience des ateliers, de l'amélioration. L'innovation vient aussi de là, hein. Elle vient de l'industrialisation, elle vient des méthodes, elle vient des monteurs. Et donc, il faut pouvoir remonter ça dans le système et que ça alimente la réflexion et que ça facilite la réintégration de ces modifications, de ces demandes d'amélioration au niveau du bureau d'études. Et c'est aussi le rôle du PLM. Donc, si je reprends mon petit schéma, la CAO, bah, évidemment, c'est de l'étude. Vous avez parlé de PDM, on reste plutôt dans la gestion des études et quand on va vouloir sortir du bureau d'études, on va avoir besoin du PLM. Maintenant, le PLM, il va communiquer principalement avec deux outils majeurs de l'entreprise et on rentrera dans le détail un peu plus loin. Bah, c'est l'ERP, parce que l'ERP, c'est quand même l'outil qui exécute. Sans ERP, je ne sais rien faire avec un PLM. L'ERP, c'est quand même lui qui va prendre des informations qui auront été préparées pour lui par le PLM, et ça, c'est un gros avantage. On ne va pas dénaturer l'ERP, comme on le voit dans beaucoup d'entreprises qui ont fait grossir leur ERP, qui est un Frankenstein, qui fait de l'ERP, du MES, du CRM, enfin, il fait un peu de tout. Le but, c'est de laisser le rôle de l'ERP et le laisser faire ce qu'il sait faire bien, et de lui amener l'information via le PLM. Et puis derrière, le MES, on vous a préparé 2-3 petits scénarios de base avec Christian. On peut communiquer avec le MES directement, on peut communiquer avec le RP directement, et puis on peut faire un mix d'un petit peu tout ça. Voilà, donc gardez à l'esprit, le PLM, c'est vraiment central, c'est vraiment la chaîne numérique sur le produit, et puis dès que je veux exécuter, c'est le RP, et dès que je veux exploiter quelque chose dans l'atelier, il y a de fortes chances que ça soit le MES. Je vous ai parlé des nomenclatures tout à l'heure. C'est aussi un point qui est extrêmement important, c'est que le langage dans l'entreprise n'est pas le même. Je vais avoir un langage, on va dire, très orienté chef de projet, très orienté chargé d'affaires, très orienté commercial. Quand je vais parler avec mon client, je vais lui parler de références commerciales. Là, on a pris un exemple d'un vélo, ça parle à tout le monde. Ce vélo, il a un nom commercial. Il a des variantes, des options qui sont commerciales. Derrière, il est défini par un certain nombre de normes. Alors ça peut être des normes, ça peut être des exigences de sécurité, des exigences de code de la route, hein, sur un vélo. Ça va changer suivant le marché sur lequel je me trouve. Je vais faire le même vélo en Europe, mais entre le marché américain, le marché japonais et le marché allemand, je ne vais pas avoir les mêmes normes de sécurité. Donc tout ça, je devrais en tenir compte. Quand on va commencer à le définir, ce vélo, à le designer, on va en faire plusieurs versions. On va commencer un premier jet. Alors ça peut être bon du premier coup, on imagine que c'est bon du premier coup, et puis on le déploie comme ça. C'est une première version. Peut-être que à force de retour d'expérience, je vais le faire évoluer dans le temps, donc je vais créer une deuxième version, pour faire très simple. En général, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a plein de versions et dans certains cas, on a même des variantes avec des années modèles, avec une gamme commerciale, etc. La nomenclature et ce qui définit le produit, cette composition, elle va varier dans le temps.
Elle va varier dans le temps du fait du bureau d'études. Elle va varier dans le temps du fait de l'industrialisation. Elle va varier dans le temps du fait du marché, des attentes des clients, voire de la concurrence, hein, qui vous pousse à faire évoluer. Donc, plus on va avancer dans le temps, plus on va commencer à rajouter des éléments de contrôle de mon produit et ce qui définit mon produit, plus on va se complexifier ces liens, cet impact entre tous ces sujets. Et puis derrière, donc je parlais de documentation, hein, documentation commerciale, des plans, de la documentation, des notices, hein, utilisateurs, parce que l'utilisateur final du vélo aura besoin d'avoir des informations. On va beaucoup plus loin. On a aussi besoin de documenter le SAV. On a aussi besoin de documenter ce qui se passe dans les ateliers. Et c'est là où vous allez voir que le lien avec le MES, il est extrêmement fort. Et enfin, ce vélo, cette définition, ce référentiel de mon vélo, il va falloir que je puisse l'industrialiser. Donc, je vais devoir créer mes nomenclatures très orientées industrialisation qui vont définir ou qui vont servir à définir les gammes de fabrication, les gammes d'assemblage, qui elles-mêmes vont définir les opérations d'assemblage et vont être liées aussi à autre chose que de la documentation sur le vélo, hein, parce que derrière, j'ai de l'outillage. J'ai de l'outillage de montage particulier, j'ai de l'outillage de tests, hein, de tests qualité. J'ai peut-être des gabarits de soudure, hein, sur un cadre de vélo, etc., etc. Il faut impérativement qu'on soit capable de contrôler tout ça et d'être certain à tout moment qu'on a la bonne version au bon moment, disponible, et que c'est toujours en lien avec la définition et la certification qu'on attendait du produit. Donc voilà dans les grandes lignes. Et puis si maintenant on reprend, oui, on peut rester sur le système d'information d'une entreprise industrielle. Alors là, on vous a tout mis, hein, là, c'est Noël dans quelques mois, donc là, l'entreprise, elle a investi dans tout ce qui est possible et inimaginable. Pour rester plus sérieux, ce qu'on va retrouver quasiment tout le temps, c'est la CAO, hein, si vous définissez et vous créez des produits. Le PLM, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous y passiez parce que tous les sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis le RP, parce que c'est quand même ce qui permet de déclencher. Autour de ça, ce qu'on va trouver dans beaucoup d'entreprises, ça va être de la GMAO. Donc la GMAO, c'est un système qui va permettre de gérer la maintenance et le maintien opérationnel de vos équipements. Alors pourquoi c'est intéressant dans ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui? C'est que l'outil de production, il est en lien avec la capacité de l'ERP de déclencher, c'est en lien avec ce qui est à déclencher, donc autrement dit ce qui va venir du PLM, et puis la GMAO, il est important qu'on puisse récupérer des informations sur les plans de maintenance, les arrêts de production, les problèmes qualité ou les plans de mitigation de problèmes sur les moyens de production, parce que le MES, il en a besoin aussi, lui. Il va en avoir besoin pour s'assurer que, on va pouvoir exploiter la bonne information liée à la bonne ressource et au bon moyen de production. Et puis derrière, ce qu'on trouve très souvent, ce sont des outils d'ordonnancement, donc ce qu'on appelle un APS, qui sont des outils qui vont permettre de faire du planning, donc du planning de production et de l'ordonnancement. Donc là, on est sur une maille beaucoup plus fine, hein, c'est comment j'arrive, à quel moment j'arrive à séquencer toutes les opérations que je suis obligé de faire pour sortir à temps mon produit. Et derrière ça, d'autres types d'outils. Voilà, je pense qu'on ne va pas rentrer dans un détail aujourd'hui, sinon on va perdre trop de temps. Non, en effet. Mais c'était juste pour vous redonner un peu la complexité qui peut y avoir un système d'information d'une entreprise industrielle et cette volonté que l'on a, nous, Visiative et Creative, de mettre des petites flèches bleues, vous voyez, dans tous les sens pour bien faire communiquer tous ces systèmes et avoir ce qu'on appelle la continuité numérique. Alors, après, on était parti avec Laurent sur comment ça s'agence entre le PLM, le RP, le MES, qui est maître, qui fait quoi. Et on voulait vous présenter trois, quatre configurations, ce qu'on appelle la classique. Alors, on n'est pas à la pizzeria avec la classique, la ci, la là, mais voilà, c'est le cas le plus fréquent que l'on retrouve, où le PLM, comme l'a dit Laurent, est tout en haut de la pyramide pour définir les documents, les nomenclatures, le produit, etc., transmet les informations à l'ERP qui les transmet au MES. Mais, petit inconvénient, c'est que l'ERP peut jouer un rôle de filtre et ne pas tout transmettre au MES. C'est pour ça qu'on a une deuxième configuration qu'on appelle la souple,
et plus la classique, mais dans la souple, où le PLM en fait transmet les informations à l'ERP dont il a besoin pour pouvoir lancer ses OF, etc., etc., qui transmettra ses 10 OF et ses nomenclatures et ses gammes au MES. Mais parfois, on a besoin de faire un lien direct entre PLM et MES pour pas avoir le filtre ERP et pouvoir remonter sur les informations de détail. Notamment, là, quand Laurent parlait de la documentation liée au produit, l'ERP, ça n'intéresse pas tellement la documentation. Et pour autant, on a besoin de la faire afficher au poste opérateur. Donc, nous, MES, on est capable d'aller la chercher directement dans le PLM. Et puis, on a ce qu'on appelle la configuration numéro 3, qui est, on a appelé la disruptive, qui est un petit peu surprenante, mais qui correspond à un type d'entreprise qui serait plutôt dans l'état d'esprit de dire, ben, avant d'aller dans le PLM et de dire comment je vais faire mon produit, comment je m'organise, etc., je vais déjà essayer de le fabriquer en prototype, une seconde version du prototype, etc. Et donc, je vais directement dans le MES pour créer mon produit. Donc, certains MES, dont le nôtre, hein, permettent d'avoir une gamme, une nomenclature, une documentation, et de la faire tourner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, de se dire, bon, ben, c'est bon, le proto, il est carré, là, ça nous plaît bien. On l'a exécuté, on est capable de le faire. Donc maintenant, on passe la balle au PLM qui va nous modéliser tout ça et qui nous le redescendra bien proprement dans le MES et dans le RP une fois que tout sera bien aligné. Mais voilà, ça correspond à un type d'entreprise qui veut d'abord se roder en production avant de revenir sur la partie modélisation. Alors, on vous a présenté Creative et Viative, on vous a parlé un petit peu du positionnement du PLM et du MES dans le système d'information. Ensuite, ben, pourquoi on fait ce genre de webinaire? Alors, bien sûr, vous l'avez compris, hein, c'est pour affirmer cette volonté de présenter une continuité numérique dans vos outils. Pas qu'il y ait d'un côté des gens qui disent voilà comment il faut faire le produit, et les autres qui disent ouais, c'est bon, moi je sais ce qu'il faut faire, ne t'inquiète pas. Donc, au contraire, de rassembler toutes ces populations, donc bureaux d'études, industrialisation et production, autour des mêmes informations. Donc voilà, ce qu'on essaie, c'est de décloisonner la partie conception et la partie réalisation, pas qu'il y ait deux mondes qui se parlent pas ou qui se regardent en chaîne de faïence, assurer la continuité numérique et puis ben, aller vers ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Hein, c'est le vœu de toute entreprise industrielle euh, aujourd'hui. Alors, Laurent, je te repasse la parole maintenant, puisque on voulait vous parler de cas concrets de complémentarité PLM-MES. Donc, on a 2 ou 3 cas, je crois, hein, de mémoire. Oui, oui, oui. Bon, c'est juste histoire d'illustrer, hein. J'ai un peu abordé certains de ces exemples-là. C'est peut-être un peu confus dans les premières explications, mais la complémentarité entre le PLM et le MES, bah, le premier des points, c'est de descendre vers l'atelier. Donc, c'est d'apporter la vision et la structure PLM dans les ateliers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est vraiment d'avoir la même vision, le même langage du produit. Ça va vous paraître peut-être étonnant, mais moi, c'est ce que je vis quand je fais des audits, des diagnostics PLM dans beaucoup de sociétés. Ben, tout le monde ne parle pas le même langage. J'ai parlé tout à l'heure hein, d'articles ou de pièces ou de sous-ensembles qui ont un nom commercial, qui ont un nom parce que c'est plus logique d'un point de vue concepteur mécanique. Et puis après, si je passe sur la partie électronique ou système, hein, quand vous avez des produits avec du mécatronique, bah, il y a des choses, ça s'appelle pas pareil. Je vous prends un exemple concret. Je vais avoir dans une machine un peu spéciale qui tient une sorte de plateau qui va se lever. Eh ben, au bureau d'études mécaniques, on va appeler ça, ben ça c'est la levée plateau. Voilà. Mais côté système, côté pneumatique, automatisme, ben, pour faire la levée plateau, on va peut-être faire une rentrée vérin. Ça a l'air d'être idiot comme ça, mais croyez-moi, ça complexifie déjà la vision de ce qu'on est en train de faire. Parce que sur un exemple aussi simple que celui que je vous ai cité, on peut déjà éventuellement se tromper, mais lorsqu'on va lier ça à justement des spécifications, hein, des exigences particulières, on va lier ça à de la documentation. Donc le document final hein, qu'on va livrer à notre client. Lorsqu'on va lier ça à des automatismes, à de l'interface avec peut-être du soft de l'informatique industrielle, parce que sur mon système, j'ai un petit pavé numérique. Et ensuite, quand on va lier ça à des gammes de fabrication, à des opérations, à peut-être de la documentation comme des fiches au poste hein, ou des procédés d'assemblage,
ce sont potentiellement des risques de se tromper. C'est-à-dire de ne pas utiliser le bon élément de langage, de penser que ça c'est couvert par telle fonction alors que ça ne l'est pas, de penser que ça n'a pas changé parce que de mon côté je vois pas ce qui a pu changer. Or ça a changé peut-être côté pneumatique, etc., etc. Si vous voulez vraiment des exemples précis, si on a le temps, on pourra en parler un peu plus loin. Donc l'idéal, c'est d'avoir justement cette vision idéale du produit et cette vision commune à tous. C'est la même configuration pour tout le monde. La documentation, les plans, les modes opératoires, ils sont liés. Ça veut aussi dire que si je change quelque chose parce que je rencontre un problème dans les ateliers, c'est via le MES que ça va remonter au PLM. On en parlera, ça serait plutôt l'objectif 2. Mais c'est surtout de dire, je suis capable à tout moment d'avoir cette même logique, cette même vision de ce qui est le produit et de comment on doit interconnecter toutes ces informations. Et surtout sans déperdition. Et c'est ça le plus important. Moi, je commence en général toujours mes interventions chez de potentiels clients chez nous par dire aujourd'hui, vous n'avez pas de PLM, vous n'avez pas de MES. Hein, le problème sera le même. Et pourtant, vous fonctionnez, vous gagnez de l'argent, vous avez des clients qui sont satisfaits, vous avez des produits qui sont bons et qui sont concurrentiels. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de solution qu'on n'arrive pas à fonctionner. Cela dit, en général, qu'est-ce qui fait que vous arrivez vers des solutions et vous tendez vers de la continuité numérique? Eh bien, c'est pour effacer tout ce qui est à zéro valeur ajoutée, tout ce qui est fastidieux et surtout tout ce qui est en général risque d'erreur. Et les risques d'erreur, eh bien, ce sont tous ces silos, tous ces coupures dans la transmission de l'information où on va passer de fichier Excel en fichier Excel, d'échange par mail à une rentrée à la main dans un ERP, etc., etc. Donc, sans déperdition, ça c'est important, depuis la définition du produit jusqu'à son exécution dans les ateliers. Il y a aussi la gestion des prototypes ou de produits qui sont très spécifiques, qui sont vraiment particuliers. Et là, ce qu'on veut, c'est voilà, apporter, c'est sécuriser cette vision de la production et c'est apporter toute l'information aux équipes qui sont dans les ateliers, voire qui sont, pour certains de nos clients, qui font ensuite du montage extérieur, hein, ça s'appelle souvent comme ça, avec des monteurs qui démontent le produit qui a été assemblé et vont le remonter chez le client. Hein. Ça peut être sur des lignes de production ou ça peut être des fois une machine spéciale. Il va falloir l'intégrer sur le chantier du client. Et donc là, c'est pareil, on veut être certain que du début à la fin, que je sois dans l'entreprise ou à l'extérieur, je sois capable d'être certain d'avoir la bonne information. Et si je l'ai, c'est parce qu'elle m'a été amenée. Je ne suis pas allé la fouiller, je suis pas allé fouiller dans un SharePoint et je suis pas parti avec un zip avec des informations qui sont peut-être valables qu'au moment où j'ai généré le zip. Donc voilà, ça c'est cet exemple. L'autre exemple, c'est remonter dans la réalité du terrain au PLM. Alors, c'est une phrase que beaucoup de services d'industrialisation et de services production aiment bien, mais on a tendance à dire des fois, il y a le monde merveilleux de Mickey, c'est le bureau d'études hein, où tout est faisable, magnifique, ça a l'air de bien aller sur l'écran ou sur les plans, et on peut rencontrer ou on va rencontrer des petites problématiques dont on n'avait pas pensé. Ces problématiques, ça peut être des problématiques de qualité, ça peut être des demandes d'amélioration pendant qu'on est en train d'assembler, pendant qu'on est en train de produire. On va s'en rendre compte au fur et à mesure. On va aussi avoir des moyens de production qui vont être nouveaux, qui vont changer dans les ateliers. Il va falloir imaginer comment on pourrait adapter ça à la réalisation du produit. Il y a aussi un sujet qui est important, c'est ce qu'on appelle nous la nomenclature. Alors il y a beaucoup d'anglicismes, hein, pardon, mais je vais traduire, mais as build, c'est-à-dire il y a la nomenclature telle que ça a été conçu, puis il y a la nomenclature telle que ça a été fabriqué. Vous allez me dire normalement ça devrait être la même. Oui et non, parce que je peux avoir des cas d'application, voilà, d'une contextualisation par rapport à un produit qui est un peu sur étagère, mais pour tel ou tel client, je lui apporte quelque chose de particulier. Il y a Laurent, aussi, oui, Laurent, je te complète, tu parles de nomenclature, c'est également vrai pour les gammes. C'est-à-dire que le client veut exactement. savoir si on a bien respecté les opérations, s'il n'y en a pas eu une de plus, si on n'a pas fait du rework, etc., quoi. Exactement. Et puis si on va plus loin, pour ceux d'entre vous qui ont un produit qui est ensuite maintenu, il y a du SAV, il y a éventuellement de la mise à niveau de produits. Eh bien, il faut aussi que je sois capable de m'assurer de
qu'est-ce que j'ai exactement chez ce client. Voilà, vous avez peut-être des produits qui ont un cycle de vie, une durée de vie qui est assez longue. Moi, je connais des exemples où certains clients ont eu 5, 6, 7 évolutions de leurs produits suite à des problèmes, suite à des améliorations, suite à des montées de gamme. Et tout ça, il faut être capable à tout moment de pouvoir rapidement être certain que ce dont je parle chez ce client, c'est bien ça. Je remonte ces informations-là et je le lis au PLM. D'accord? Le but, c'est de faire du retour d'expérience. Parce que Oui, ce retour d'expérience, trop souvent, il est fait sous la forme de réunions entre les équipes fabrication et le bureau d'études, hein, pour faire très simple, une fois, 2 fois par an. Ou alors une remontée via des mails ou une sorte de boîte, à idées. Vous pouvez prendre la forme que vous voulez. C'est toujours à peu près la même chose. C'est bien, mais il n'y a pas de budget, il n'y a pas de temps alloué pour ça. Si c'est dans le PLM, si c'est lié au MES, on va être capable de l'identifier. On va être capable à tout moment de se dire, attention, voilà les problèmes, voilà les issues, hein, en général ça s'appelle comme ça, les problèmes qui sont rencontrés. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est aussi important, cette continuité numérique entre les deux systèmes, pour justement prendre de la décision. Ce sont avant tout des outils de prise de décision. Évidemment, on gère de la donnée, on la sécurise et on la partage, c'est très collaboratif, mais quand on doit prendre une décision, on doit prendre la décision en tirant, on part d'un document, on part d'un fait, on part d'un retour, et on est très vite capable de faire cette analyse d'impact entre le choix de changer quelque chose. Est-ce que je le change maintenant? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que j'attends? Parce que justement, au bureau d'études, ils sont en train d'apporter des modifications sur la version de l'année prochaine. Voilà. Donc, oui. tout ça pour Là, dire, ces objectifs, ils sont montants et descendants entre le PLM et le MES. Pardon, Christian, je crois que j'ai un petit décalage avec ma non, non, 4G. Oui, tu non, je disais? voulais juste compléter ce que tu disais parce que c'est vrai que nous, au niveau MES, il y a deux points très très importants. Le premier, c'est le temps gamme, hein, ce qu'on voit sur la première ligne de la partie Rex, parce que les gens dans les bureaux imaginent que pour faire cette pièce, il faut tant de minutes. Et puis, ben, quand on le confronte à la réalité, et donc la réalité, c'est nous, c'est le MES, hein, qui attrapons les vrais temps gamme, eh bien, on va remonter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois que c'est juste impossible. On n'arrive pas à tenir ce temps gamme. Alors, c'est le point négatif, mais, ou alors on peut dire, ben, non, non, le temps gamme que j'avais prévu, c'était 1 heure, mais en fait, en 30 minutes, ça suffit. En fait, c'est cet ajustement permanent qu'on va avoir entre les réalités terrain sur les temps gamme et le PLM. Le deuxième point, c'est ce dernier qu'on voit à l'écran, là, c'est l'effet technique, qui rejoint un petit peu aussi la fiabilité composant qu'on voit en troisième ligne. C'est qu'en fait, on imagine, comme dit Laurent, faire le produit parfait, puis on s'aperçoit qu'il y en a qui passent très bien, et d'autres sur lesquels on n'arrive pas à avoir des ennuis. Et ce qui est difficile dans une entreprise, c'est de passer du on dit, ah ouais, ce produit, c'est difficile à faire, on a toujours des problèmes techniques, passer du on dit des personnes du terrain à des faits réels. Et donc, nous, MES, on va mesurer que sur une centaine de pièces qu'on a lancées, il y en a effectivement 10% qui sont en échec, ou sur lesquelles on a dû faire du rework, ou on a eu tel et tel problème. Et ça, c'est des faits réels qu'on va remonter aux équipes PLM, toujours en termes de continuité numérique. Voilà, donc maintenant, quelques cas concrets. Donc, Laurent va parler de 2 cas concrets qu'il a eu à gérer en tant que consultant dans la partie Engage. Et puis moi, je ferai une petite démonstration de la liaison entre MES et PLM avec une petite démo live. Très bien. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de complexité de produit. On a commencé par dire, voilà, nous, que ce soit Creative IT ou Visiative, nos clients, ça peut être des petites entreprises, hein, ça peut être des PME, ça peut être des ETI. Alors, où est-ce qu'on met la frontière? C'est pas toujours très simple, ou des grosses sociétés. Déjà, c'est pas un sujet. Ça, c'est le premier point. C'est pas parce que vous n'êtes pas une multinationale avec 5 entités dans le monde que vous n'avez pas besoin d'un PLM ou d'un MES. C'est pas ça qui va le driver. L'autre point, et c'est pour ça qu'on a souhaité rebondir dessus, ça va aussi de nous dire, nous, on a un produit qui est très simple, d'accord? Alors, le produit le plus simple que moi je connais, c'est un fabricant de vis, hein, vis, d'écrous, etc. Même là, il y a un intérêt à mettre en place des solutions. Mais pour que ça soit plus parlant, on vous a pris 2 exemples.
une société que je ne citerai pas, mais une société française assez connue, qui fabrique principalement des plaques d'égout et des regards et voilà, des éléments plutôt de voirie. Alors, eux, leur produit, c'est 2 à 5 éléments au grand maximum. Alors, vous allez me dire, bah, mettre en place un PLM et puis derrière avoir un suivi de la production avec un MES pour 2 à 5 éléments, est-ce que c'est vraiment pertinent? Ben oui, parce que c'est une conception qui est très personnalisée. Puis après, une fabrication en série. Alors, qui dit conception très personnalisée, le produit, c'est toujours le même, hein. En gros, c'est à peu près ça, mais je vais la personnaliser. Il y a de l'esthétisme dans une plaque d'égout, hein, croyez-moi, c'est étonnant, mais il y en a. Et puis, ben, il y a des petites particularités que je ne citerai pas. Mais derrière, ça veut dire que j'ai tellement de variantes, j'ai tellement d'évolutions dans le temps, plus l'amélioration continue que moi j'apporte à mon produit, que lier ça à ma fabrication, à mes moyens de production, à mes méthodologies, mes gammes, etc., c'est extrêmement compliqué. Le cycle d'étude est très court sur ce produit-là, ça va pas très loin. Mais derrière, la définition des outillages, parce que c'est quand même une plaque d'égout, hein, vous l'avez compris, hein, c'est plutôt de la fonderie, ce sont des outillages, des process de réalisation qui sont longs, qui sont coûteux, pour lesquels il faut s'engager. Donc, hors de question de commencer, de regarder ce que ça donne, de revenir en arrière, etc. Donc, il faut en permanence maîtriser ce qui se passe sur le terrain. Et là, le MES, il est aussi extrêmement pertinent. Les processus de certification sont très complexes, hein, et itératifs. Et puis, on essaye quand même de standardiser, de mettre au point l'outil de production principal, qui est dans ce cas-là une fonderie. Donc, le côté qualité, le côté bon du premier coup, et le suivi de la rentabilité, il est majeur. Donc là, sur un exemple d'un produit qui est basique, qui semble pas être innovant, pas technologique, pas complexe à comprendre, PLM et MES ont eu un impact fort. L'autre exemple sur le slide suivant, et j'irai vite pour que tu aies le temps de faire ta démonstration, si tu peux juste passer au slide suivant, Christian. Voilà. Eh ben, c'est un autre exemple, c'est un client qui fait des machines textiles. Alors, les machines textiles, c'est, à mon avis, un des éléments les plus complexes en matière voilà, de nombre de pièces, de complexité de mouvement sur un volume extrêmement restreint. Là, par contre, ce sont des gammes de machines. Donc, ils ont des gammes qui sont établies, mais c'est ensuite adapté à chaque affaire. Donc, chaque affaire client, quasiment, c'est je pars d'une base existante et puis je rajoute des modifications, des options, des variantes, etc. Donc, déjà, la partie conception est complexe à maintenir, hein. Le cycle d'étude est long. Il y a des tendances en plus marché qui sont assez particulières puisque ça va aussi être en relation avec les tendances textiles, tout simplement. Et eux ont eu besoin d'avoir de maîtriser un certain niveau de complexité, c'est-à-dire ils ont amené de la complexité dans on va dire dans leurs produits pour éviter la concurrence low cost. Donc ça c'est bien, hein, mais maintenant il va falloir tout ça, il va falloir le maîtriser. Donc pour le maîtriser, il faut le PLM et il faut le MES pour être capable derrière, de maîtriser ce qui se passe dans les ateliers, en production et en réalisation, en chantier, en assemblage chez leurs clients. Voilà. Et puis derrière, je ne vends pas qu'un produit, je vends aussi des services, la valeur ajoutée. Donc cette valeur ajoutée, elle est après la réalisation, elle est après le design, elle est sur le maintien de ce que j'ai chez mon client. Donc là, le PLM, il a plus que du sens. Et puis, si je veux maintenir un historique de tas de versions, de tas de possibilités, il faut aussi que je sois toujours capable de le produire à un moment donné et donc de maîtriser ce qui se passe dans mon atelier. Et là, le MES aussi est toujours en lien avec ces challenges industriels. Donc voilà, c'était deux exemples un petit peu extrêmes dans la complexité de produit, mais pour vous montrer que finalement, c'est pas ça qui régit un choix de solution. Merci Laurent. Je vais à présent reprendre la main pour présenter l'interface entre MES et PLM sous forme d'une démo live. Alors, donc là, je vais reprendre la connexion, ce sera peut-être plus simple. Donc là, je suis dans l'atelier, j'arrive sur mon écran de connexion et je rentre mon mot de passe opérateur. De ce mot de passe opérateur, le MES va me reconnaître et va m'amener sur un menu qui est mon menu opérateur.
dans mon îlot. Peut-être que là, je travaille sur l'assemblage, je ne vois pas les opérations de conditionnement, par exemple. Donc moi, ce qui m'intéresse ce matin, là, c'est de venir me connecter, voir ce que j'ai à faire. Donc là, le système me dit, bah, aujourd'hui, vous avez 7 ordres de fabrication qui vous sont affectés. Sur certaines entreprises, on laisse le choix aux personnes de déterminer l'ordre de démarrage des OF, et dans d'autres, on le fige. Là, c'est ouvert. Donc la personne peut très bien dire, eh bien, je voudrais finir ce que j'avais commencé hier, là. On est en train de faire des vélos, hein. Donc je suis en train de faire des tandems. Donc je prends, alors c'est des écrans tactiles, hein, donc je touche avec mon doigt la ligne de l'ordre de fabrication que je veux travailler et j'appuie sur exécuter. Et là, je rentre sur un écran qui est mon écran de suivi de ma production. Donc comme j'avais commencé hier, j'avais 10 pièces à faire, j'en ai déjà fait 7 de bonnes. Je n'ai pas eu de rebut, donc super. Donc j'en suis à 70% de ma production. J'ai un onglet qui s'appelle Documents, et c'est là où on va trouver le lien avec le PLM, qui me permet de, en cas de besoin, de me rassurer sur comment je dois monter ce produit. Parce que les tandems électriques, j'en fais pas souvent, donc je vais avoir besoin qu'on m'aide. Et vous voyez que dans les documents, j'en ai trois. J'ai instruction PLM, vue 3D PLM et PDF. Alors le PDF, c'est un document qui m'explique, ben voilà, comment. Bon, désolé, hein, c'est pas exactement les documents qui correspondent à l'article parce que c'est un jeu de démo, hein. Mais voilà, j'ai un PDF qui me dit comment il faut faire, quelles sont les nomenclatures qu'il faut monter, les points de contrôle. Et puis là où on va vraiment rentrer dans le lien avec le PLM, c'est là. Donc je fais la vue 3D. Donc le logiciel MES sait qu'on est en train de faire tel article, donc il va aller interroger la PLM de Visiative pour amener l'article à l'écran. Et là, je suis comme si j'étais au bureau d'études avec mon plan. Donc je peux dire, bah, tiens, comment on fait pour... ah oui, derrière, il faut que je colle l'étiquette ici, il faut que je monte la grille comme ça, ok, je veux zoomer pour mieux voir mon produit, etc., etc. Je veux le voir sur un angle plutôt 3D, comme si, avec la face devant, la face arrière. Enfin, vous voyez, on est vraiment là, dans le MES, connecté directement au PLM, avec les mêmes outils qu'on a pour les concepteurs qui ont prévu qui ont conçu ce produit. Et puis les instructions PLM, alors toujours pareil, on repart en liaison directe avec. Alors oui, c'est des interfaces dynamiques, hein, donc ça s'interroge en temps réel. Et donc là, c'est plutôt là comment je vais, ma gamme de production, comment je vais monter mon produit. Donc là, je suis à l'opération 10 pour monter les rayons de mon vélo. Eh bien, je vais faire appel à la séquence de production 10 dans le PLM qui va cette fois me prendre pas à pas pour me dire, bah, il faut d'abord que tu ailles chercher ton rayon, la logistique, ensuite que tu le nettoies, ensuite que tu le positionnes comme ci, ensuite comme ci, comme ça. Et donc, alors, encore une fois, hein, là, on est en jeu de démo, je suis pas en train, c'est pas un rayon de vélo qui apparaît, c'est une hélice. Mais vous comprenez le principe, c'est que à tout moment, il y a le MES qui a un niveau d'information qui est déjà très important. Il va pouvoir aller en chercher davantage en temps réel dans le PLM. Alors, ces écrans, on peut les intégrer, si je reprends ma vue 3D, on peut les intégrer dans l'écran du MES, les agrandir. C'est le temps que le ciel se parle, hein, c'est de la connexion. Pour avoir plus grand. On peut également dire, ben, moi, ce que j'aimerais, c'est être vraiment dans le PLM. Et donc, là, si je reprends instruction PLM, donc à nouveau, ben, les logiciels se parlent, la connexion est établie, et je peux, vous voyez, lancer le viewer. C'est-à-dire que là, je vais sortir du MES pour aller dans un onglet qui est plutôt l'onglet du PLM. Et là, je serai peut-être plus en confort, plus en détail, etc., etc. Mais je suis quand même guidé par cette continuité numérique qui est entre les outils. Donc voilà, c'était pour montrer un cas réel, un cas concret de comment on peut mailler les deux logiciels. Je reviens à la présentation. Alors, au niveau timing, on a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais on voulait finir avec Laurent pour répondre à une question fondamentale que vous vous posez certainement. C'est, alors moi, j'ai ni PLM ni MES. Par quoi il faut-il que je commence? Par le PLM? Par le MES? Est-ce que je lance les deux chantiers en même temps? Alors, je crois que Laurent, tu avais, toi, un avis assez tranché là-dessus. Je vais te laisser la parole. Oui, alors le souci souvent, c'est de se dire, mon sujet final, hein, pour faire simple, ben, c'est que moi, je veux vraiment pouvoir amener
allez, les ateliers avec des capacités de collaboration que j'ai pas aujourd'hui. Donc la finalité, c'est que dans les ateliers, je puisse avoir un MES pour récupérer des infos et remonter des infos. Donc on va se dire, bah, le MES, c'est, excuse-moi Christian, mais je vais commencer par un MES. C'est pas forcément la bonne solution parce que qu'est-ce qui va alimenter le MES principalement? Eh ben, ce sont des informations du produit. Alors, ben, vous pouvez faire ce que vous faites aujourd'hui si vous n'avez pas de PLM. Vous pouvez mettre à la main dans le MES des fichiers Excel, des plans 2D. Voilà, vous pourriez mettre un Word avec la fiche d'instruction. Donc, vous aurez l'interface MES, mais vous n'aurez pas tous les mécanismes et vous n'aurez pas l'automatisation, entre guillemets, ce qui va alimenter sous contrôle, hein, vraiment, hein, sous contrôle d'évolution, d'accès, ça, vous ne l'aurez pas. Donc, vous aurez un MES alimenté un peu manuellement. C'est pas forcément la bonne solution. Donc, il faut vraiment réfléchir grand, d'accord? C'est pour ça que je préfère cette image big or small, mais il faut vraiment réfléchir grand et ensuite, eh ben, y aller de manière très pragmatique. Et ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, que ce soit chez Creative IT ou chez Visiative, c'est de vous proposer une roadmap qui est faisable, qui est pragmatique, en disant, voilà, vous voulez atteindre tel niveau, nous, on vous conseille de fonctionner de telle manière-là. Et ce que j'ai décrit là en disant, ben, je démarrerai pas par un MES, c'est le cas le plus classique. Mais il peut y arriver, il peut arriver aussi qu'on ait des cas où ça a un sens. Ça a un sens parce que des fois la société n'est pas encore suffisamment structurée pour mettre en place un PLM. Il y a d'autres étapes à passer et par contre mettre en place un MES pour embarquer les équipes, ça c'est plus sur de la résistance au changement au niveau de la production. Ben c'est le bon moment parce que vous créez un nouveau site de production, par exemple. J'ai le cas en ce moment. Bah, ça peut se faire. Donc, il n'y a pas de solution tranchée. Hein. Je suis désolé, hein, c'est un peu une réponse de Normand ce que je vais faire. Il n'y a pas de solution tranchée. Tout ça, il faut y réfléchir, mais il faut toujours partir du principe. Il faut réfléchir. Il faut prendre comme les Anglais disent, la big picture. Il faut réfléchir voilà, au scope global et ensuite voir comment je vais l'atteindre. Voilà, et pas se limiter trop vite et avoir un bel outil qui est une interface finale qui est bien sympathique, mais derrière, tout est comme avant avec des process à la main, de la recopie, des doublons un peu partout, etc., etc. Merci Laurent. Je vois qu'on arrive à la fin du webinaire. Il reste 3 minutes. On a quelques questions qui ont été posées, notamment une qui nous est posée à tous les deux sur les budgets qu'il faut prévoir pour lancer un projet PLM et un projet MES. Je vais répondre sur la partie MES et puis je te passerai la balle, Laurent. Sur la partie MES, on a vraiment des projets qui vont de 1 à 1000, on va dire. On sait faire du MES, un premier projet dans un premier îlot, sur du premier suivi de production, mesurer les temps gamme, mesurer les quantités produites, etc. Sur des budgets très très modestes. Nous, on parle d'une première offre qui est notre offre starter. Où on est à moins de 50 000 euros en matériel, logiciel et prestations. Et puis après, effectivement, chez nos gros clients, on parle de projets à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais voilà, chacun son. Si on reste sur la diapo, la big ou small, on sait faire du small en MES. Est-ce que tu sais faire du small en PLM aussi, Laurent? Alors, je sais faire du small, oui. Je sais faire du small, mais on va faire du small si justement le client a besoin de faire du small. Et le small peut être la première brique ou le premier niveau, la première marche pour ensuite aller sur du small plus, du medium ou du large. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réfléchir dès le départ. Maintenant, sur un budget, pour donner un peu quelques chiffres, un projet PLM digne de ce nom va plutôt être sur, on va dire, une centaine de milliers d'euros assez rapidement, hein, entre licence et service, parce que qui dit PLM, qui dit continuité numérique, dit collaboration. Donc c'est pas un produit pour une ou deux personnes en général. Et puis après, on va monter en gamme suivant ce qu'on va couvrir. À qui doit s'adresser le PLM, combien de sites, etc., etc. Et puis on peut aller sur des projets moi j'ai connu des projets à 1 ou plusieurs millions, mais voilà, c'est très 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 adaptable et adapté. Encore faut-il bien définir ce qu'on en attend et à quoi ça doit vraiment servir l'entreprise. Merci Laurent. Nous arrivons à la fin du webinaire. Il y a quelques questions qui ont été posées auxquelles on répondra directement aux participants parce qu'elles sont assez pointues. Donc ça, on va le faire cet après-midi. Et en tout cas, nous voulons vous remercier pour avoir participé à cet échange.
Alors même si c'est plutôt monodirectionnel, c'est surtout nous qui avons parlé, mais voilà, à travers vos questions, on voit qu'il y a un grand intérêt pour ces sujets PLM et MES et puis pour la continuité numérique. Merci Laurent, je te laisse repartir piloter ton avion. Et merci, oui, voilà, la météo va pas me le permettre là. Très bien, merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci, à très bientôt, au revoir.